la presse ivoirienne, elle est complètement sous contrôle, elle a peur, y compris les plus hauts patrons de la presse. Et Élysée le sait très bien. Mais Élysée, il a Enfin, envie de, c'est rien, hein. il a, C'est vous qui dites, moi, ça n'engage que vous. Mais c'est rien, moi. Élysée, il a envie d'éduquer les masses au prétexte que la Côte d'Ivoire a vécu des heures sombres. Mais moi, c'est très inquiétant que des confrères disent ça aujourd'hui à Abidjan. C'est un vertige. Non, on ne fait pas le même métier, mon cher. Oui, moi, je suis certain d'une chose. Ça, c'est ça, je vous le conseille, on ne fait pas Ah le bah même ouais, non, métier. ça c'est sûr. Parce que sur ces aspects de responsabilité, je vois que là, franchement, vous êtes à côté de la plaque, quoi. Mais bon, on avance. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce dernier numéro de la semaine. Pour décrypter l'actualité en Côte d'Ivoire, nous recevons sur notre plateau, nous accueillons même un confrère, Élisée, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Ah ben, le plaisir est partagé. C'est aussi un honneur pour moi d'être sur ce plateau. Merci beaucoup. Bonsoir, mon président Jean-Paul Leroux. Bonsoir, Cabril. Après notre rendez-vous au son des Mamites, vous allez bien? Vous avez bien Oh, digéré? malheureusement, j'en sors avec un rhume qui, la nuit dernière, a été très difficile, mais bon, on est des durs. C'est C'est quand justement. le temps est dur que les durs s'en sortent. Et sur ce problème, je salue Jean-Yves. Bonsoir, Jean-Yves. Bonsoir, Khalil. Bonsoir, Norbert. Bonsoir, Carly. Et un duplex pas très loin, Insa, bonsoir. Bonsoir, et puis je suis en train de faire le nécessaire pour que vous puissiez bien me voir, puisqu'on m'a conseillé d'être mis en paysage. J'espère qu'on me voit bien. On vous voit très bien, merci beaucoup. Sans vos lunettes, c'est quand même assez bizarre, mais bon. Bon, écoutez, effectivement, mes lunettes sont à côté, hein, ça devient un accessoire indispensable, mais bon, le président a exigé que j'ai les autres, donc pour le plaisir, le bonheur du président et de notre très cher invité, Monsieur Bouloubeux, je les ai ôtés. Très bien, parlons maintenant d'actualité, messieurs, avec cette visite du garde des Sceaux, cette visite du garde des Sceaux ivoirien à son homologue français. Et dans un message publié sur sa page Facebook, Gérald Darmanin a annoncé le renforcement des liens judiciaires franco-ivoiriens par la signature de conventions d'entraide et d'extradition. Élisée, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ben, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Hmm. C'est toujours bon de renforcer cette coopération, surtout sur l'aspect judiciaire. Moi, pour être un observateur de la vie politique depuis plusieurs années, et surtout des situations avec notre pays, notamment au niveau des crises successives, je crois qu'aujourd'hui, il était important quand même à un moment donné que les autorités ivoiriennes et françaises renforcent cette coopération-là, parce qu'on avait l'impression qu'il y a des personnes, sous le fallacieux prétexte d'être en Occident, attisaient le feu et mettaient beaucoup d'huile sur le feu dans les situations que nous vivions dans notre pays, qui étaient des situations très difficiles pour nous, parce qu'ils se disaient qu'ils avaient peut-être le prétexte de ne pas être extradés, ou ils se sentaient à l'aise dans un endroit où ils ne pouvaient faire l'objet de poursuites, ou du moins si ça devait faire l'objet de poursuites, ça allait prendre des procédures assez complexes et difficiles, et donc ils se pensaient un peu dans un territoire, je vais dire, hyper sécurisé, où ils avaient le droit de faire tout et n'importe quoi. Moi, je pense qu'à travers cette coopération, c'est un message qui est donné pour dire que c'est pas parce qu'on est à 6 000 km d'Abidjan qu'on peut se permettre de faire tout ce qu'on veut et qu'on pense qu'on est à l'abri éventuellement de poursuites et voire même d'extradition pour répondre de ces faits. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Et ça, c'est aussi à l'attention aussi bien des gens du pouvoir que des gens même de l'opposition, moi je pense, et de tout Ivoirien qui croit que peut-être le fait de résider en Occident lui donner un blanc-seing pour dire tout et n'importe quoi, et même souvent de contribuer à exacerber la crise en Côte d'Ivoire, je crois que c'est un signal fort qui est donné. Moi, je ne peux que saluer cette situation. Mon président, est-ce qu'on peut parler aussi de la fin d'une impunité? Oh, oui, il serait intéressant, bon, d'abord, entre la Côte d'Ivoire et la France, il existe depuis bien longtemps, depuis le début des indépendances, je dirais, ce partenariat judiciaire. Donc, c'est pas nouveau, certainement qu'ils ont renforcé un certain nombre de choses, bien renouvelé ces différents partenariats-là. Hmm. Mais au-delà de ce que Élysée vient de dire, c'est-à-dire ceux qui pourraient tenter ou être tentés de participer à une sorte d'appel à la violence ou d'autres choses en Côte d'Ivoire, pourraient être poursuivis depuis la Côte d'Ivoire en France ici. Mais il y a aussi la question des criminels. Il y a des gens, on ne peut pas avoir pensé que c'est une affaire politique. Il ne faut pas voir tout en politique. Il y a des gens qui ont tué des gens. Et puis, ils ont la chance de fuir et puis venir en France. Et puis, on peut plus les attraper. C'est compliqué. Il y a des criminels qui sont ici dans ce pays,
qui ont profité de l'asile que leur offre la France parce qu'ils ne savent pas réellement ce que ces gens ont commis. Bon, je n'aimerais pas citer le nom de un ici, mais tous les Ivoiriens le connaissent. Il s'en glorifie sur les réseaux sociaux. Lui, il a coupé des tendons, il a tué des gens, il a fait ceci et cela. Moi, je pense que ça aussi, c'est une possibilité pour ce type de criminels-là d'obtenir leur, excusez-moi, je disais tantôt que c'est très enrhumé, d'obtenir leur extradition. Et puis voilà, ne regardons pas la chose sur l'aspect uniquement, je dirais, sociopolitique, mais il y a véritablement dans notre pays des gens qui ont commis des crimes de sang qui nécessitent d'être extradés quand la justice aura besoin d'eux et les entendre sur un certain nombre de faits. Jean-Yves. Oui, non, mais en fait, le président parle des personnes qui ont commis des crimes. Mais en parlant de ce dernier-là, mais il a été à plusieurs reprises à Abidjan, hein. Il n'a pas été appréhendé. Non, il n'a jamais été à Abidjan. Il n'a jamais été à Abidjan. Non. Et pendant les campagnes. C'était pas à Abidjan, c'était ici, au Cabaret Sauvage. Ok, bon, d'accord. Si vous le dites, bon, moi j'ai cru qu'il est déjà, il avait été à Abidjan, mais quand même, il s'est affiché avec des personnalités qui sont quand même proches du pouvoir. Moi, ça, bon, je me pose des questions. Donc, pour moi, en fait, véritablement, c'est pas pour ce type de personnes-là. C'est purement politique. À mon avis, c'est purement politique. Et aujourd'hui, vous savez, en fait, c'est une convention qui a été signée entre les deux États. Mais est-ce après la signature de cette convention, est-ce qu'il n'y a pas d'autres étapes? Est-ce que cette convention-là, elle ne sera pas ratifiée au niveau du Parlement français? Ou bien, une fois qu'elle est signée, elle est déjà applicable? Oui, elle est applicable. Une convention, c'est entre deux États. Darmanin représente intimement la France. Parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a un projet de loi qui est en train d'être mis en place. Et par la suite, maintenant, bah, qui sera peut-être au niveau qui sera soumis au Parlement. Et ça sera maintenant au Parlement de décider. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on est sûr que ça va passer, mais au niveau de la France, on n'est pas sûr. Donc pour moi, ça sera peut-être l'opportunité, pour ne pas dire l'occasion pour la classe politique ivoirienne, non, pour l'opposition, de maintenant rentrer en action. Parce que mine de rien, c'est vrai on parle des gens qui ont commis des crimes. Mais il y a aussi il y a aussi ces acteurs politiques là qu'on appelle les cyberactivistes qui par moment aussi mènent des actions, qui par moment aussi soutiennent l'opposition. Donc c'est à cette classe politique, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée nationale ivoirienne, donc de l'opposition, en parlant en l'occurrence, je fais allusion au PDCI qui a un groupe parlementaire et aux autres groupes parlementaires d'essayer de militer parce qu'ils ont beaucoup aussi de leurs militants qui sont cyberactivistes ici qui mènent des actions pour soutenir en fait le parti. Donc ça sera à eux maintenant de mener des actions, de s'opposer. Si jamais il y a ce projet de loi qui est soumis au niveau du Parlement, de s'opposer et de mener des actions, de pouvoir les vulgariser pour que ce soit connu de tous. Et pour moi, ça sera une opportunité aussi pour pour cette classe politique ivoirienne de vouloir, voilà, de vouloir véritablement faire la politique au lieu de faire autre chose. Voilà. Et puis aussi, moi, quand je regarde, mine de rien, il y a euh, au niveau de, vous savez, moi je pense que c'est plus, en fait, ça ne va pas passer pour moi parce que je vais dire c'est plus un folklore, c'est plus pour se faire voir parce que lorsqu'on finit de faire cette signature là, auparavant il y a aussi, je crois au niveau de la ministre de la justice malgache qui a aussi été reçue par Gérald Darmanin aussi qui a C'est très précis, elle dans cette demande même le jugement du président, de l'ancien président malgache. Oui, donc en fait, je veux dire que c'est dans cette même veine-là. Donc c'est après avoir reçu les différents présidents, donc le président ivoirien et le président malgache. À la suite de ça, on a eu ces deux, je dirais ces deux conventions de signer. Donc pour moi, c'est juste des actions politiques qui pour moi n'iront pas bien loin, qui pour moi n'iront pas bien loin, vont simplement mourir et puis bon voilà quoi. Non, ben, Ah ben moi, je suis pour la liberté d'expression sans entrave. Le président Macron n'est pas de cet avis. alors, non, ben, peut-être directement, vous, sur ce qu'on appelait les isolés d'opinion, hein. Les prisonniers, Pardon, je sais pas comment,
Excusez, je suis un peu malade aussi comme le président. Mais pour tout le monde, vous attaquez directement sur les cyberactivistes. Pour vous, Pas du tout. automatiquement, vous commencez par la liberté d'expression. Oui, parce que on vient d'en parler. Élysée a parlé de ces cyberactivistes. Jean-Paul est rentré un peu plus dans les détails. Jean-Yves Urbain, on était en train de parler de ça. Moi, je suis pour la liberté d'expression et j'estime qu'elle est une et indivisible. On prend tout ou on prend rien. Deuxièmement, le président Macron, je suis français, je dis que ces tentations liberticides, notamment concernant la liberté d'expression et de pensée des journalistes, sont connues. Ok, il veut, il- par moment et à plusieurs reprises, il a été soucieux et désireux de museler la presse, y compris la presse bien établie, quoi. Obliger un journaliste, par exemple, à citer cette source, que j'ai jamais fait de toute ma carrière, sous la hache, je ne parlerai pas. Si quelqu'un me donne une information, elle est en lieu sûr entre mes deux oreilles. Bon, voilà. Ça, c'est Macron. Alors, la liberté d'expression, j'ai l'impression que à force de vouloir lui taper dessus, à force de vouloir la restreindre, ça finit par faire tache d'huile et contaminer, y compris certains journalistes. Quand j'entends par exemple sur le plateau, à l'instant, de la bande à Carlyle, que des confrères se réjouissent parce qu'on va pouvoir limiter la liberté d'expression, je m'inquiète énormément. Ça m'inquiète beaucoup, mes chers confrères, que de vous entendre dire des choses comme ça. Vous vous habituez à ça. Seulement, le contraire de la liberté d'expression, ça s'appelle le totalitarisme. Donc, pour l'instant, j'en reste là. Je ferai quand même une petite remarque, c'est que, apparemment, vous en savez beaucoup plus que moi sur le contenu de cette convention qui a été signée entre la France et la Côte d'Ivoire. Que je sache, ils sont pas au moment où on parle, ils sont pas rentrés dans les détails pour savoir qui était visé. C'est là où, Carlyle, je te rejoins. Moi, je ne sais pas si ça concerne. Ouais, c'est pour ça, c'était ma question, Mais personne n'en sait rien. Vous pensez à ça parce que peut-être que, je sais pas, c'est un sujet qui vous passionne. Je n'en sais. Peut-être que vous avez raison, mais je ferai remarquer que par le passé, lorsqu'il y avait des problèmes concernant des criminels, ça fonctionnait. Je vous donne un seul exemple. Le chef du gang des barbares qui a un jour assassiné Ilan Halimi, il est allé se réfugier en Côte d'Ivoire. La France a demandé son extradition. Ça n'a pas fait un pli. Le président Gbagbo a dit renvoyez-moi ce type en France. Il a été arrêté à Abidjan, il a été expulsé, il a été jugé en France, il est en prison au moment où je parle, enfin j'espère. Bon, ça donc qu'est-ce qu'il y a de plus? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Moi, je ne suis pas sûr que ça concerne vraiment les machins. Enfin, dernière petite remarque, je peux, concernant l'État, la puissance publique. La puissance publique veut-elle se réserver le monopole de la désinformation? Je rappelle par exemple que la France a pratiqué très souvent la désinformation. Il faudrait rien dire. Une illustration. Quand la France dit que le président Gbagbo a bombardé le marché d'Abobo, c'est de la désinformation pure et simple. Quand la France dit que le président Gbagbo a mitraillé les femmes d'Abobo qui manifestaient, les femmes du RDR, c'était de la désinformation. Ça a été jugé. Ça a été bien instruit pendant des années. On a mis le président Gbagbo en prison et puis on a vu que c'était faux. Quand on pratique la désinformation pour pouvoir ensuite éjecter un pouvoir et faire de l'ingérence dans un pays étranger, ça voudrait dire que la puissance publique a seule le droit, le monopole de la désinformation, inventer des calembredaines, inventer des histoires qui ne tiennent pas debout pour pouvoir aboutir à ses fins. Ça s'appelle une dictature. Alors si le président Macron est tenté par ce genre de choses, eh ben, qu'il fasse très attention, hein, parce que dans un an, il est plus président de la République. Et après, on va voir ce qui va se passer. Donc, moi, je mets en garde, on ne touche pas à la liberté d'expression. Et je le dis, y compris pour des journalistes ivoiriens qui veulent manipuler l'information, me faire passer moi, par exemple, pour un lobbyiste de je ne sais qui, bah, il a le droit. Confrère, tu as le droit, je te donne mon feu vert, vas-y, tu peux même balancer mon nom, je ne te traînerai pas en justice. La liberté d'expression, on prend tout ou on prend rien. Insan,
On te donne la parole tout à l'heure, Élisée. Alors, déjà, avant toute chose, j'aimerais déjà présenter mes excuses parce que j'avais parié hier à hauteur de 80% sur le nom de Madame Ramatali. Écoutez, donc, déontologiquement et sur l'éthique, je suis honnête. Dans cette affaire, il s'agissait de Madame Touré Massanger Litse. Voilà. Parce qu'il faut, en fait, pour les spectateurs et téléspectatrices de cette émission, avoir de bonnes sources. Donc, je tenais déjà à présenter mes excuses au confrère Monsieur Boulougreux avant ma prise de parole. Madame Voilà. Ramatali. C'est excuse. Et également, oui, bien évidemment, à Madame Ramatali, hein, d'accord, Madame Ramatali, et voilà, il faut remettre les choses dans le contexte. Il s'agit de Madame Touré Massanger Litse. Bon, après ces excuses, je vais mettre les pieds dans le plat. Alors, déjà sur la page d'un réseau voilà, que je nomme un Facebook de Monsieur Darmanin, j'ai constaté déjà pour celui qui gère la page une faute grammaticale. Donc il faudra en fait déjà corriger les fautes d'orthographe, c'est pas très reluisant pour la République. Après ce point, parce que je sais que le président Jean-Paul Leroy est très attaché à ces valeurs-là. Alors, après cela, Petit souci technique, on laisse Élisée répondre. entre les deux C'est ministères, bon, là? Allez-y, moi Issa. je suis là, hein, je suis là. Voilà, alors, Allez-y. il s'agit d'un petit poste. Il s'agit d'un petit poste. Dans ce poste-là, effectivement, Monsieur Darmanin explique qu'il y a un accord de coopération avec son homologue, qui est Monsieur Sanson Kambili. Automatiquement, il y a un emballement. Et les Ivoiriens, oh là là, c'est la catastrophe sur la tête de certaines personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Mais écoutez, on parle d'extradition. On n'a pas dit d'extradition, d'accord, de cyber-militants, cyber-politiques ou cyber-activistes. Vous me regardez ce poste, vous me regardez ce qu'il y a. Par contre, il y a des choses quand même assez intéressantes. Il faut savoir en fait que certains Ivoiriens qui sont en France, qui commettent des crimes ou des délits en tant que délinquants, souvent sous le couvert des lois françaises, sont protégés. Et on ne peut pas, d'accord, même si la France a envie de les rapatrier, la justice française les couvre. Pourquoi vous ne parlez pas de ce volet? Et ils sont nombreux. Ça, je peux vous le dire, ils sont nombreux. Il ne faut pas oublier aussi que la Côte d'Ivoire, qui est notre, moi en tout cas, dont je suis originaire, la Côte d'Ivoire n'est pas assez reluisante sur le plan, d'accord, de la cybercriminalité. D'accord? La Côte d'Ivoire n'est pas assez reluisante. Aussi sur des cas aussi, d'accord, de narcotrafic, la Côte d'Ivoire n'est pas reluisante. Alors, pourquoi automatiquement on fait un focus sur des personnes qui s'exprimeraient sur les réseaux? Je ne sais pas. Donc, c'est un accord de coopération. Et quand on parle d'extradition, on ne parle pas d'accord de cyber-militants ou cyber-activistes. Pourquoi des gens crient Alléluia et on fait les cyber-activistes ou les cyber-militants vont être extradés? Je tiens à vous rappeler quelque chose. Il y a trois accords de coopération sur la justice entre la France et la Côte d'Ivoire, sur 3 périodes précisément, début des années 60, 1070 et 1989. Donc, des gens qui me disaient qu'il y a une convention qui a été signée. Sortez la convention. Sortez la convention. Moi, j'étais curieux. Je suis allé chercher la convention. Elle n'existe nulle part. Pour l'instant, il n'y a pas de convention avec des termes spécifiques concernant ce cas. Si vous voulez parler en fait des cyberactivistes, il faudra faire attention parce que les cyberactivistes sont sous le couvert de ce qu'on appelle d'accord les lois liées à la cybercriminalité. On regarde des éléments qui sont inclus dans ces lois-là concernant la cybercriminalité. Si ces lois-là sont en relief entre les lois françaises et les lois ivoiriennes, là, il pourrait y avoir mesure d'extradition ou mesures d'extradition. Donc, il faut faire très, très attention. Donc, je vous rassure, il n'y a pas péril dans la demeure et je disais comme ça, il n'y a eu jusqu'à aujourd'hui, aucun accord, une convention entre un pays francophone où j'ai connu un cyberactiviste, d'accord, qui a été extradé de la France vers son pays d'origine. Ça n'existe nulle part. Je peux vous dire que cette convention a existé entre le Sénégal de M. Macky Sall et la France avant les élections. Et je peux vous dire qu'il y a eu virulence dans ces élections sénégalaises. Je n'ai connu aucun cas d'extradition. Donc, c'est juste pour moi que je vais employer un terme de M. Macron, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et je pense pas que pour les motifs dont on arrête en fait certains Ivoiriens à Abidjan parce qu'ils parlent devant leur caméra, d'accord, pour ces mêmes motifs-là, on pourra extrader un Ivoirien en France, d'accord, vers la Côte d'Ivoire. Je n'y crois absolument pas. Je n'y crois et je risque de faire même comme M. Abinan Pascal, mais lui, il s'est trompé. Je suis prêt à mettre ma main au feu, d'accord, qu'il n'y aura pas d'extradition dans ce cas-là. Parce que je pense que sur le plan judiciaire en Côte d'Ivoire, il y a une frénésie qui s'empare, d'accord, du pouvoir sur place. Donc, celui qui parle ou qui dirait des choses qui ont tendance à mettre à mal le gouvernement, automatiquement, on vous met le grappin dessus. Mais je vais revenir sur un point qui est très important parce que quand j'ai le plaisir et le privilège, en tout cas, d'être sur un plateau avec des journalistes de renom,
faut que je dise. La différence de la France. Vous vous rappelez de Monsieur Hugues Sousoupo? Monsieur Sosupo, oui, c'est Sosupo, qui était journaliste béninois, qui a été invité avec une accréditation à Abidjan et qui était en fait en exil au Togo et qui était réfugié. D'accord, qui était réfugié et qui a été invité à Abidjan officiellement. Ils ont pris connaissance de son statut de réfugié. Il y a des lois qui encadrent, d'accord, le statut des réfugiés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cela a été respecté? D'accord? Le Bénin, d'accord, il y a eu un vol qui a été affrété de la Côte d'Ivoire et ils l'ont extradé dans son pays d'origine qui est le Bénin. Vous voyez ces genres d'exemples, ça ne peut pas exister. Je ne vais pas faire l'apologie de la France. La France n'est pas le paradis. Mais dans un cadre où on respecte un petit peu les lois, ces choses n'existent pas. Donc, je tiens à rassurer, calmer les ardeurs des uns et des autres. Prenez connaissance si convention existe, d'accord, des spécificités. Et là, d'autres pourront créer, alléluia. Mais pour l'instant, c'est juste des spéculations. Je vais m'arrêter là. Et puis, s'il faut qu'on débatte, on débattra un peu plus profondément. Bien sûr, c'est le débat de Joe Élysée. Ben, ok, moi, je suis très, très intéressé d'entendre tout ce que j'entends sur le plateau, mais il y a une chose que je note, c'est que tous ceux qui sont en face de moi, qui parlent et qui ont tendance à minimiser l'impact de ce que ces cyberactivistes et autres personnes ont sur la vie politique ivoirienne, parce qu'ils sont à 6000 km, ils n'ont pas vécu ce qu'on a vécu. Ils ne vivent pas ce que les Ivoiriens vivent au quotidien. Ils ne savent pas ce que les gens vivent au quotidien. Ils ne savent pas l'impact de ces propos et de ces prises de position et de ces appels au meurtre qui sont lancés depuis des pays comme la France, où certains lancent des appels au meurtre. Je ne sais pas, au nom de la liberté de la presse, peut-on lancer un appel au meurtre parce qu'on estime qu'on a la liberté de parole? C'est même condamné par la loi. Bah voilà. En France, ici, on a vu des personnes qui ont été déchues de leur nationalité pour avoir eu des propos, pour avoir tenu des propos. C'est vrai ou c'est faux? La France est un pays de droit. Bah donc. Mais il y a des personnes ici qui ont été déchues de leur nationalité pour avoir tenu des propos qu'on a jugés incohérents vis-à-vis de la loi. Donc, souffrez vous aussi que des pays qui, eux, ont des lois, qui disent que si une personne a des propos qui sont de nature à porter atteinte à la stabilité, à la paix du pays, et qui sont de nature à susciter la haine et la violence, doivent subir la rigueur de la loi. Mais nous, on a un problème, parce qu'aujourd'hui, quand on finit de prendre cette loi, elle s'applique sur un territoire de 322 462 km² qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Mais quand quelqu'un est assis à Paris, et qu'il s'adonne à longueur de journée à des appels au meurtre, et qu'il s'adonne à longueur de journée à des incitations à la haine, à créer des situations, et que ça a des répercussions au pays, parce qu'il y a des échos aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Il y a cette possibilité de pouvoir entendre ce message, et qu'il y a des répercussions. Qu'est-ce qu'on fait après? C'est facile d'être à 6000 km et de dire que les gens ont droit à la liberté de la presse, de dire tout et n'importe quoi. Monsieur Norbert, ce que notre pays a vécu, vous ne l'avez pas vécu. Ah bon? Moi, J'étais sur place. Hein. S'il vous plaît. J'étais sur S'il vous place. plaît, vous n'avez pas la crise ivoirienne, elle date de 3 décennies. Monsieur Norbert Navarro, vous n'avez pas vécu même deux décennies en Côte d'Ivoire, même une seule décennie, vous n'avez pas fait en Côte d'Ivoire. Vous avez quel âge? À quel âge avez-vous? Vous ne pouvez pas. Quel âge avez-vous? On va rester sur. C'est pas ça le sujet. On va rester sur le fond. On reste sur les personnes. On reste sur les personnes. Vous parlez de choses, vous n'êtes pas né. Vous n'avez pas connu la crise ivoirienne, vous l'avez peut-être relayé, vous en avez entendu parler. Vous n'avez pas vécu les affres que les Ivoiriens ont vécu. Mais je suis le seul journaliste français, statutaire français, à avoir vécu la totalité de la crise. C'est archi faux. Mais j'ai été. Vous aurez la parole. On sait quand vous étiez correspondant en Côte d'Ivoire, on a les dates, s'il vous plaît. Vous n'avez pas réécrit l'histoire. Alors, quelles sont les dates? Quelles sont les dates? Excusez-moi. Mais c'est incroyable. Vous n'avez pas vécu la crise ivoirienne. Mais comment on fait 200 confrères à la répétition d'un confrère, ils se Non, mais laissez-le terminer d'abord. C'est un fait. Mais c'est incroyable. Laissez-le terminer d'abord. C'est pas en répétant 100 fois que devenir vrai. Ça n'est pas en répétant 100 fois quelque chose que ça veut dire. Laissez-le terminer, vous allez arrêter sur la parole. Il martèle la il martèle une contre-vérité, il va m'apprendre. Maintenant, vous allez laisser parler de la ça n'est pas en répétant que ça devient une vérité. Laissez-le terminer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'est pas à Abidjan ici, on n'est pas sur le plateau de Live TV. Attendez, président. Non, attendez. Le journaliste, il se fait partout. Et il y a pas de journaliste ivoirien, s'il vous plaît, monsieur Norbert. Donc vous ne nous apprendrez pas le métier. Allez-y, répondez, on vous écoute. Non, alors, on va répondre du factuel. J'ai été en poste en Côte d'Ivoire de mai 2008 à avril 2011. Pour rappel, le président Gbagbo est nommé le 11 avril 2011. J'ai été en poste de mai 2008 à avril 2011. C'est comme ça. Il s'avère que je suis le seul journaliste statutaire français à avoir vécu la totalité de la pré-campagne électorale de 2010, de la campagne électorale et de la crise post-électorale. Il n'y en a pas d'autres.
c'est pas très compliqué, il y avait 2 journalistes statutaires français à Abidjan, il y avait le correspondant des RFI et le correspondant de l'AFP. Bien, c'est clair. L'AFP a changé. Moi, j'ai pas changé. Ok, J'étais là. c'est bon, Donc, c'est bon la il s'avère- clarification. donc dire que j'ai pas vécu ça, c'est porter atteinte à ma réputation. Et le confrère Élysée ne recule devant rien, y Bien. compris devant la déontologie. C'était pour clarifier, non, mais vous avez clarifié ce point. Allez-y, Élysée. Non, Élysée, reprend la parole, allez-y. Mais il vient de confirmer ce que je disais. La crise ivoirienne ne date pas de 2008 à 2011. Je vous parle d'une crise qui dure depuis 3 décennies. Et vous venez me dire que vous étiez au début de la crise, vous connaissez ce qui s'est passé. Et en 2008, quand vous arriviez, il y avait déjà les accords de Ouagadougou. Il y avait déjà des accords qui avaient déjà même fait taire la crise. On n'était même pas à l'étape des belligérances. Donc vraiment souffrez que je confirme encore que vous n'avez pas vécu la crise ivoirienne. Vous savez pas ce que les Ivoiriens ont vécu. Un point trait. Moi, je vais continuer le Allez-y. débat. Nous qui avons vécu, moi je parle en tant que journaliste, mais en même temps en tant qu'Ivoirien, en tant que citoyen. Nous qui avons vécu la crise, nous savons les affres de cette crise. Nous savons combien des propos tenus par des personnes hors du pays ont eu un impact négatif sur la stabilité et la paix de notre pays. On ne va pas continuer à croiser les bras, regarder des gens parce qu'ils sont à 6000 km, dit tout et n'importe quoi, pendant que des gens s'entre-déchirent en Côte d'Ivoire et que ça a des impacts sur la vie des gens. Et au nom d'un motif ou d'un prétexte de liberté d'expression, on va les regarder, les applaudir des 2 mains. Je pense que les autorités ivoiriennes, qui sont les autorités qui ont posé cet acte, c'est un acte très responsable. C'est pas parce qu'on est opposant, ou c'est parce qu'on est opposant à un régime, qu'on peut lancer des appels au maître. Mais attendez, allez sur les réseaux sociaux, pendant que nous sommes en train de parler ici. Ouvrez les réseaux sociaux, regardez un peu ce que les uns et les autres disent. Il y a des dérives totalitaires sur les réseaux sociaux. Mais il y a des dans tous lois, les sens. il y a des Des lois appels pour au empêcher maître ça. et autres. Il y a des Non, mais c'est pas pour tout le monde. On va s'écouter. Il faut qu'on s'écoute, ça c'est le Merci. minimum déjà. Il y a des règles, il y a des lois, comme il le dit si bien. Mais oui, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un certain nombre de lois. Mais quand quelqu'un, je le dis, enfreint ses lois, et parce qu'il est assis en France, au nom du fait qu'il soit à 6000 km, donc intouchable, quand on freine ses lois à longueur de journée, qu'est-ce qu'on fait? L'État est là, il croise les bras. poursuivi par la L'État est croyé, il croise les bras. C'est faux. Justement, il faut activer les mécanismes de coopération sur le plan judiciaire. Il faut que les personnes comprennent que quel que soit le territoire dans lequel ils se trouvent, quel que soit là où ils se trouvent, ils ne peuvent pas, au motif d'être loin d'un théâtre des opérations, inciter les uns et les autres à la haine et permettre que notre pays s'entre-déchire. Moi, je ne suis pas d'accord. Tentative d'intimidation. C'est une Ça n'a tentative absolument rien à voir d'intimidation. avec une tentative d'intimidation. Dans ce pays qui est censé être le pays des droits de l'homme, la France, je vous dis que des gens, parce qu'ils ont tenu des propos, ont été déchus de leur nationalité. Il n'y a plus de pays que ça. Que les déchoir quelqu'un de sa nationalité qui devient apatride. Dans ce pays, ça a eu lieu. Pourquoi vous n'avez pas crié dans cette nation? Élysée, voilà, merci. Tu es l'invité et puis toi, C'est normal, c'est ça qu'il parle. Il parle beaucoup. D'abord, je me retrouve réjoui de savoir que quand on C'est fait normal la que- réputation... D'un journaliste, oui. Ah, voilà. Mais que tu dis Non, mais revenons sur le fond. Revenons sur le fond. Allons-y, non, Revenons vas-y, sur le non. fond. Non, je ne permettrai pas ça aujourd'hui. Ok. Monsieur le Président. Rassurer ça. Que, en fait, les accords de coopération ou les conventions, quelquefois, sont signés ou bien on les signe à plusieurs reprises parce que les lois dans chaque pays n'évoluent pas de la même façon. Aujourd'hui, peut-être en France, aujourd'hui, se marier quand on est du même sexe, c'est normal. C'est la loi ici en France. Ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Le mariage homosexuel n'est pas légalisé. Donc, 2 individus du même sexe ne peuvent pas se marier. Je prends cet exemple pour expliquer et dire que, tout simplement, l'accord qui a été signé sur la question de l'extradition, dans ce pays qui est la France, comme il le dit, consacre la liberté d'expression. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas se le nier. Mais on sait aussi que dans ces pays-là, il y a des gens qui ont été condamnés parce qu'ils ont dit des choses qui ont entraîné mort d'homme. Sur l'affaire du professeur, j'oublie son nom. Rappelle-moi, le professeur qui a été... Samuel Paty. Samuel Paty. Il y a eu un imam ou je sais pas quoi, quelqu'un qui a dit des choses sur les réseaux sociaux qui ont poussé le terroriste qui allait le décapiter. Non, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il est condamné, il est en procès, ils sont condamnés. C'est pour dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce que la Côte d'Ivoire va juger être un crime ou un délit,
il va envoyer ça à la France. La France va l'observer à l'aune de ses lois pour dire que ce monsieur qui a dit que monsieur Nsan Atoublan est moche en France ici, ça ne peut pas faire l'objet de poursuites. Au nom de ça, je ne peux pas vous l'extrader. Il n'est Ça, pas moche. ça, c'est un fait. Pour revenir maintenant sur le fond réellement, il faudrait qu'on soit réaliste. Hein. C'est pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire là qu'on va espérer que la justice ivoirienne va transposer ici. Non, ce n'est pas ça du tout. Faut pas qu'on s'affole et il faudrait pas que Atoublan fasse comme non. Il y a pas, c'est pas Abidjan où quand tu attrapes trouble à l'ordre public, machin, non. L'extradition va répondre à des critères clairs, c'est-à-dire si celui que vous me demandez d'extrader correspond aux lois de la France et si le crime que vous lui reprochez correspond aux lois de la France en ces termes, il n'y a pas de problème, on peut vous l'envoyer. Dans le cas contraire, ce ne sera pas le cas. Maintenant, on doit se réjouir que le crime ne soit pas protégé parce qu'on est hors du territoire. Mais ça a été le cas, Jean-Paul. Par exemple, l'affaire Battisti, Cesare Battisti, Oui. tu sais bien qu'il a été protégé par la France de Mitterrand alors qu'il avait du sang sur les mains en Italie. Oui, parce que en Italie, comme tu le dis, la peine de mort existait. Si la France le livrait, il partait à la mort. Ouais. Selon les principes, selon les lois de la France, C'est ça. la peine de mort était... Donc, pour éviter qu'il aille à la mort, la France dit, nous, on va l'emprisonner ici à perpétuité, mais Il était libre. Hein. Il était libre. Il n'était pas en prison en France. donc voilà les réalités. Pour une question, c'était Les brigades rouges. les brigades rouges. Voilà, et ils avaient du sang sur les mains. Ils avaient même tué le président du Conseil italien. Et pour finir, Assassiné. ne nous effarouchons pas. C'est pas parce que Darmanin a écrit ça sur son mur que c'est forcé. Avec plein de fautes d'orthographe, c'est un problème. Bon, ça c'est... Vous savez, pour moi qui suis journaliste, quand je rentre une première fois dans une rédaction, il y a un service que je découvre qui me surprend, le service correction. Je ne savais pas. Il dit, mais on est des bacs plus 4, plus 3. Pourquoi on va corriger nos tests? C'est après quand j'ai commencé à faire mes tests que je me suis rendu compte qu'il faut un service correction. Ça existe même dans le monde. Il y a un service correction. Donc c'est pour dire que, en réalité, pour moi, il faut de grammaire, il faut de suivi. Oh non, On peut passer sur des tapuscrits, même dans des bouquets, il s'est révélé des fautes. Hein. Pourtant, on sait que quand un papier il passe, il y a plein de trucs. Donc pour moi, ce n'est pas un sujet. Le plus important, c'est le contenu du sujet. Pour moi, les accords d'extradition, ça existe. Cela ne doit pas faire penser qu'il y a péril à la demeure. Mais il faudra que parce qu'on regarde ça sur les cyberactivistes. Bon, cyberactivistes, là même, bon, au niveau des Ivoiriens, là même, bon. Mais il y a des criminels aujourd'hui, des gens qui ont commis des crimes en Côte d'Ivoire, des crimes de sang horribles, qui sont aujourd'hui en Europe, qui sont surtout en France. D'autres même si on revendiqué ça à force. Et puis ils sont là, ils se promènent ici en France, ils font photo avec des personnalités ivoiriennes. On peut demander, les Ivoiriens peuvent agir auprès de la justice française, auprès de la justice ivoirienne, pour que ces gens-là soient poursuivis. Il faut qu'on les entende. Parce que si on ne fait pas ça là, ça ne va pas prémunir notre pays d'autres crimes. Sinon, si c'est pour poursuivre les gens qui crient, partager sur les réseaux sociaux là, bon, quelquefois la Côte d'Ivoire aussi, quelquefois des gouvernants s'imaginent que de la façon dont ils maîtrisent, ou du moins s'ils arrivent à mettre sous cloche leur population et puis les garder sous la peur, la crainte, ils pensent que c'est ce qu'ils peuvent faire ailleurs. Mais si c'est justement ça a fait peur ici en France, je pense qu'ils se sont trompés. Et les Ivoiriens qui vivent ici en France sont tout à fait conscients de la législation française sur la question de la cybercriminalité. Bon, je pense que Jean-Yves et Insan, vous avez quasiment de la même chose. Voilà. Extrêmement complexe, donc c'est vraiment des effets d'annonce. Moi j'aimerais bien quand même ajouter quelque chose, hein, parce que d'accord, si vous permettez, d'accord. Jean-Yves, je sais pas si tu avais quelque chose à dire, mais bon, tu as pris la parole pour parler. Ok, j'aimerais te dire quelque chose de très important. Déjà, en fait, les Ivoiriens qui sont à 6000 km, avant toute chose, sont des Ivoiriens. J'entends souvent ce narratif-là de certaines personnes, vous êtes à 6000 km, vous êtes à 6000 km. Qu'on soit à 7000 km ou 10 000 km,
Tant qu'on est ivoirien, on est ivoirien. Ça ne veut pas dire qu'on méconnaît, d'accord, la situation qui se passe en Côte d'Ivoire. Si vous ne direz pas à la diaspora américaine, d'accord, d'ignorer les réalités américaines. Si elle veut s'intéresser, elle s'y intéressera. Donc, c'est un argument qui ne tient pas la route. Peut-être si vous avez je sais pas, une épée de Damoclès en étant sur place et à la différence des autres, ça, c'est une autre réalité. Mais dire que non, en fait, vous êtes à 6000 km, ça ne veut pas dire que quand on est à 6000 km, on n'a pas le droit de se prononcer sur un sujet où on méconnaît un sujet. C'est un argument qui ne tient pas la route. Et je tiens à rassurer mon très cher Élysée que j'ai vécu aussi la crise ivoirienne dans ma chair. Bon, je ne vais pas vous donner les dates, d'accord, où j'étais entre la Côte d'Ivoire et l'étranger, mais je l'ai vécu, mais moi, je ne m'en gargarise pas. Mais je vais aller, en fait, dans le sujet clairement. Je remercie le président Jean-Paul Roux de préciser quelque chose. Nous sommes conscients des législations et des lois. Quand on tient un argument qui est purement politique, je dis bien politique, parce qu'un argument qui est criminel, il est différent d'un argument politique selon les pays. Je répète, un crime, comme c'est le cas de l'imam sur Samuel Paty, d'accord, et un élément qui est purement politique, c'est différent. En Côte d'Ivoire, pour un argument qui est politique, on peut venir t'arrêter. Ziggy, l'arrestation de Ziggy jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez donné aucun élément criminel. C'est dans un contexte préélectoral. C'est qui est vous, là? Non, mais je dis vous, ça englobe plusieurs personnes. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de vous indexer particulièrement. Mais voilà, je parle de ceux qui habitent. Non, je ne peux pas citer. Je ne peux pas. Mais vous, alors, bon, dans ce cas-là, non, attendez, président, dans ce cas-là, pourquoi vous prenez la parole? Pourquoi vous m'interrompez? Vous vous sentez concerné, vous, là, il y a Khalid sur le plateau, il y a Jean sur le plateau, il y a Jean sur. Non, il y a même Monsieur Bouloubé, même Monsieur Bouloubé ne m'a pas interrompu. Pourquoi vous particulièrement? Parce que vous êtes président. Allez-y doucement avec votre statut. Je continue. J'ai dit la Côte d'Ivoire, comme je peux vous faire plaisir, j'ai dit la Côte d'Ivoire, dans le cas Ziggy, voilà, dans le cas Ziggy, n'a pas jusqu'à aujourd'hui donné les détails d'un élément criminel suite aux propos de Ziggy. Pour moi, c'est purement politique. Donc, arrêtons de se voiler la face. Maintenant, quand Monsieur Bouloubé vous dit, ils sont à 6000 km, les gens tiennent des propos criminels. Moi, je vais vous donner un nom. L'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaro, vous en tant que journaliste, vous êtes déjà mis quelque part quand il disait que si ça tenait qu'à lui, Laurent Gbagbo serait 6 pieds sous terre, d'où son surnom de Amadou Cimetière. Ça existait. Tout le monde connaît cet élément. Quel journaliste a tapé du poing sur la table? Vous vous rappelez du dernier discours qui a eu lieu à Paris ici où des ministres ont tenu des propos discourtoires à l'encontre d'accord de leurs citoyens? Qui sont ces journalistes en Côte d'Ivoire qui ont tapé du poing sur la table pour dire que non, on revient de loin, il ne faut pas me remettre de Moi, je vais te sortir des vidéos. Moi, je vais te sortir des vidéos. Non, mais j'ai pas fini. J'ai pas terminé, j'énumère. Monsieur Bouloubé, vous avez dit à votre confrère Navarro d'attendre que vous terminez. Donnez-moi aussi, d'accord, ce privilège de terminer, s'il vous plaît. Je vais encore citer des personnes. Quand M. Ouattara, en pleine campagne, traite ses citoyens des chiens, ça là, on ne met pas de l'huile sur le feu. Après les 30 années de crise qu'on a traversées, un président, un chef d'État qui traite ses citoyens des chiens, est-ce normal? Mais quand c'est ainsi, on trouve des situations atténuantes. Soit on dit, bon, Nsa Tombouctou, tu as 7000 km, il est plus aisé pour toi. Nsa Tombouctou, tu as 7000 km, il est plus aisé de parler si tu es sur place. Mais c'est la justice, tout ça. Donc, je pense que le poisson pourrit par la tête. L'exemplarité ne doit pas seulement être au niveau de la base. Moi, je condamne, parce que même moi, j'utilise les réseaux sociaux, mais je ne tiendrai pas d'accord des propos pour dire qu'il faut ôter la vie à autrui. Ça, jamais. Parce que je suis conscient du droit et je pense que quand on s'exprime devant un média, il faut être exemplaire. D'abord pour soi, il faut respecter les lois parce qu'on n'est pas dans une anarchie. D'accord? Bien évidemment, il faut être responsable de ses propos. Mais quand vous voyez des personnes qui sont censées incarner ces lois, tenir ces genres de propos-là, vous voulez qu'on se sente où? On peut tout reprocher à Macron, mais quand Macron, par exemple, traite ses citoyens, ses concitoyens de cons, ses concitoyens répondent et ils ne reçoivent pas des déchéances de nationalité. Attention. D'accord? Attention. Quand on dit qu'on va nettoyer certains citoyens au Karcher, ce fut avec Nicolas Sarkozy, certains citoyens sont sortis, ils ont tapé du poing sur la table, on les a pas déchus de leur nationalité. Donc, je pense qu'il faut regarder des deux côtés. On ne peut pas tout le temps mettre la pression sur les citoyens et la base, parce qu'un pouvoir doit se durcir, on doit rester dans un mutisme, dans une peur,
Et puis ceux qui sont là-haut se comportent aussi comme des hors-la-loi. Donc, Ok. voici ce que je tenais à dire. Et Élisée, aucune c'est convention n'est encore sortie. Mhm. Aucune convention n'est encore sortie. Je tiens à dire, aucune convention avec des spécificités des tests n'est encore sortie. Arrêtez d'effrayer les gens. Vive la Côte d'Ivoire. Éduquons les citoyens. Comme M. Élisée dit toujours, on peut s'exprimer sciemment en étant responsable. Continuons ainsi. Élisée. Ok, ben moi je rebondis sur la chute de Nsa, hein. Je pense que ça a été toujours je vais dire notre ligne. Faut être responsable dans ce qu'on dit. Moi, franchement, je le dis honnêtement, j'ai mal et j'ai très mal que des gens qui sont censés éduquer des masses, notamment des journalistes, parce que c'est aussi une part de la responsabilité. Quand vous êtes à l'école de journaliste, c'est aussi une part de votre responsabilité. Et ça, c'est dit. Ceux qui sont censés éduquer des masses, soit ceux-là qui donnent des prétextes à des gens pour violer des lois, pour faire ce qu'ils ont envie de faire, c'est pas normal. Frère, c'est pas normal. On est dans un état, mais dès l'instant qu'on ne respecte pas la loi, qu'est-ce qu'on devient? On devient des hors-la-loi. Mais les hors-la-loi, on les traite comment? Et quand on me dit non, ben, il faut que on agisse par l'exemplarité, mais je suis totalement d'accord. Mais moi, je vous mets au défi, allez sortir mes vidéos, allez sortir mes propos sur des sujets, des thématiques d'actualité qui incriminent soit des gouvernants ou bien qui incriminent soit des personnalités politiques ou même des citoyens lambda, et puis venez m'affronter pour dire sur ce sujet-là, vous n'avez pas dit ceci, vous n'avez pas dit ceci. Et c'est pourquoi je rebondissais tout à l'heure quand il parlait. Et je lui disais sur la question de comment dirais-je, quoi ça? Mamadou Soumao. Non, pas d'Amadou Non, Soumaoro. Non, Ziggy. Non, pas de Ziggy, il a évoqué il avait évoqué une troisième fête où je suis en train de dire, mais qu'il aille voir ce que nous on a dit sur cette question. Voilà, les hommes politiques ivoiriens du pouvoir qui étaient venus en France et lors d'un meeting, qui ont traité leurs amis, je lui ai dit, mais je lui donne la latitude d'aller fouiller nos vidéos, ça fait l'objet d'un débat. Ouais. Et vous êtes journaliste comme moi, vous savez que quand on vient sur un plateau, on traite d'un débat, d'un sujet. La preuve, on est ici, on est en train de traiter une thématique. Pourquoi je ne suis pas en train de parler de football pendant qu'on est en train de parler de Darmanin? Parce que c'est le sujet qui a été déposé sur la table. Donc, vous ne pouvez pas laisser ce sujet et puis me demander d'aller parler de Champions League. Voilà, il y a aussi une certaine cohérence qu'il faut avoir. Donc, nous, en tant que journalistes, quand on est conviés sur des thématiques et des sujets, et on a pris position, ou du moins, on a dit ce qu'on pensait sur des sujets. Donc, restons vraiment dans le débat, sortons d'autres choses. Si vous voulez savoir ce que Ziggy, la question de Ziggy et tout ça, quand c'était au débat, j'en parlerai. Si vous voulez que je parle, quand c'est au débat, j'en parlerai, je dirai ce que j'ai à dire. En dehors de ça, peut-être sur mes canaux et réseaux, je peux avoir, mais sur les débats, c'est clair. Chaque fois que j'étais sur un sujet, j'ai dit ce que je pensais. Bon, c'est pas le sujet n'est pas personnel. Mais je reviens encore pour dire, et ça, j'insiste sur ce fait-là, de grâce. Je pense que notre métier est régi par des règles, l'éthique et la déontologie. Arrêtons de donner l'impression qu'on est devenu beaucoup plus militant que journaliste. Ça, il faut vraiment qu'on arrête. C'est pas bon que ce soit fait par l'opposition, c'est pas bon. Que ce soit fait par le pouvoir, c'est pas bon. Mais on ne dit pas que c'est bon quand c'est le pouvoir, et quand l'opposition fait la même chose, on dit que c'est mauvais. S'il n'y a aucune cohérence. Et c'est ça que nous, on dénonce, justement, auprès de certains de nos confrères. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui trouver que ce qui a été fait ici était mauvais, et puis demain, la même chose est faite, vous trouvez qu'elle est bonne. Non, il faut une certaine cohérence. Et aujourd'hui, quand on traverse une situation difficile comme la Côte d'Ivoire, plusieurs décennies de crise, mais qui devient l'âme de la moralisation? Mais quelque part, c'est les médias qui ont cette responsabilité-là. Et si vous n'avez pas conscience de votre responsabilité, mais je me demande à quoi vous servez au final. Donc, à un moment donné, il faut qu'on comprenne que on doit éduquer des masses. Ça s'impose à nous. Et éduquer des masses, c'est quoi? Faire connaître aux populations, à ces masses-là, les lois, les règlements qui existent dans le pays, qu'ils ne doivent pas enfreindre. Le dit, on n'est pas en train de faire l'apologie d'un régime. Non, pas du tout. Au contraire, on est en train d'éduquer des citoyens pour les éviter de tomber dans un piège qu'ils ne voient pas venir. Et c'est un peu ça le sens de ce que nous sommes en train de faire. Et ça, c'est important quand même de mentionner. Je pense que, Élisée, vous qui êtes vraiment en Côte d'Ivoire et Oui. qui avez une des voix plus entendues aussi sur l'espace médiatique, peut-être faut s'inquiéter du fait qu'il y ait cette multiplication de cyberactivistes et peut-être aussi de gens qui se donnent plus de latitude pour s'exprimer. Je crois que nous, il y a des propos que nous tenons sur ce plateau qu'on n'aurait pas pu tenir, j'imagine, à Abidjan. C'est ça aussi une réalité qu'il faut peut-être regarder. Oui, mais aujourd'hui, moi, je dirais pas que tout est rose à Abidjan. Mais frère, la multiplicité des plateaux de télé, de débat en Côte d'Ivoire. Mais répondez, à 15 ans en arrière, ça n'existait pas. Non, mais c'est une plaisanterie. S'il vous plaît, je finis de parler. C'est une plaisanterie. Remonter 15 ans en arrière, ça n'existait Non, mais pas. c'est une blague. Mais pourquoi la blague C'est elle est où? hallucinant d'entendre des trucs Mais pareils. la blague, elle est où? Faut nous citer les plateaux de La télé blague, qui existaient il y a 15 ans. Non, la blague, elle est où? Après, Effrayant.
Vous voulez prendre la parole ou pas? Non, 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 non. Pas bien, lève la main. Bon, allez-y. Non, mais je comprends, Norbert, il est juste dans son rôle, mais bon, je ne me laisserai pas dire. Quel rôle? Ok, donc je disais par exemple, aujourd'hui, quand vous regardez un peu la prise de parole sur les plateaux, la musique des plateaux contradictoires et de débat, Non, mais nous, on n'a pas bon. attendu que vous commenciez pour qu'on commence à faire des débats. Quand vous regardez, il y a des émissions aujourd'hui qui sont des émissions cultes, où des débats, où des opinions sont données, où tous ceux qui animent la vie politique ont la capacité de prendre la parole, ils prennent la parole. Est-ce que c'est vrai ou faux? Mais remonter à 15 ans en arrière, ça n'existait pas. Bah oui. Aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent être dites sur des plateaux qu'on ne pouvait pas se permettre il y a 15 ans en arrière. On ne dit pas que tout est rose, mais justement parce qu'on est une société, elle est améliorative. Mais il faut quand même avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on a fait un pas. Peut-être que le pas n'est pas de géant, mais un pas a été fait. Ah oui, Donc, il y a un pas qui a été fait vers on finit par dire que rien n'est fait. vers l'éducation Que des vraiment, on ne peut pas masses. se permettre d'attendre ça, parce que encore une fois, non, mais il faut, à un moment donné, il faut quand même avoir le reconnaître. Donc, les journalistes ne peuvent pas ajouter une pression en Côte d'Ivoire. Le pays est régi par des règles. Ça, c'est clair. Les règles vous disent que si vous prenez la parole et que vous avez des propos diffamatoires, des propos incitatoires à la haine, vous allez subir la rigueur de la loi. C'est pas parce que je suis militant d'un parti politique ou que je suis un citoyen lambda que ça m'exempte de respecter la loi. Si j'ai violé cette loi-là, mais je subis la rigueur de la loi. Maintenant, si vous pouvez me dire, à preuve à l'appui, que je n'ai à aucun moment violé ces règles, mais donnez-moi les éléments qui montrent que vous n'avez pas violé les règles. Parce que ceux qui disent que vous violez les règles, vous vont sortir des éléments. Les voici, les voici, les voici. Donc je pense quelque part quand même, il faut qu'on garde ce niveau de responsabilité-là dans nos prises de parole. Parce que, in fine, je termine dessus en 30 secondes, in fine, il y a une chose que vous ne devez pas perdre de vue. Ces millions d'Ivoiriens, je dis bien ces millions d'Ivoiriens, traumatisés après près de 3 décennies de crise, ont besoin de retrouver de l'espoir. Et ont besoin de comprendre qu'ils peuvent vivre dans une société apaisée, dans une société qui peut se rebâtir, se reconstruire. Ah ben. Ça, in fine, il faut qu'on puisse comprendre ça. Et tous, autant qu'on nous sommes, on doit pouvoir œuvrer à ça, donner cet espoir-là aux uns aux autres et leur comprendre qu'on peut vivre dans cette société en liberté et avancer. Alors, j'ai posé la question parce que si on a senti une forme de désenchantement aussi de la part du public ivoirien envers certains médias locaux, malheureusement, sur la transparence des débats. Bon. Non, pour moi, j'aimerais qu'on retienne que les réseaux sociaux ont sans nul doute démocratisé la parole. Aujourd'hui, tout le monde prend la parole, mais elle a aussi permis aussi la parole idiote. Oui, aujourd'hui, il y a des idiots, des berlus qui prennent la parole, ils disent des choses, quelquefois, très souvent, je dirais, qui ne sont pas censées, à la différence que il fut une époque où, quand on écrit un livre ou qu'on fasse une publication dans un journal, ça a été, je pourrais dire, filtré. Je vais prendre l'exemple de comment j'arrive dans la presse. Il y a mon chef de service qui va lire mon papier. Quand lui finit, il y a le rédacteur en chef qui va lire le papier. Quand lui finit, il y a le secrétaire général des rédactions qui va lire le papier. Quand il finit, quelquefois même le directeur de publication. Donc, quand on regarde toute cette échelle pour contrôler un papier qui est publié, pareil dans l'édition du livre. Donc, d'une certaine manière, c'était des gens censés qui prenaient la parole publique. Aujourd'hui, mon cher, tout le monde prend la parole publique et il y a très souvent beaucoup de dérives. Il est important que la société dans laquelle nous vivons prenne des dispositions pour encadrer cette prise de parole publique-là, qu'elle soit politique ou autre chose, mais elle est importante. Maintenant, pour moi, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, j'ai mon avis qui est clair là-dessus et je le dis chaque fois que j'ai l'occasion. Pour moi, la justice ivoirienne est instrumentalisée par ou du moins, elle-même se laisse instrumentalisée par le pouvoir. C'est gênant de savoir que depuis qu'il y a eu une crise en Côte d'Ivoire, il y a une seule partie des Ivoiriens qui est jugée et condamnée. Il y a une autre partie, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, non, ne sont pas inquiétés, très souvent. Donc pour moi, c'est ce qui fait peur d'une certaine manière
à certains, je pourrais dire, certains cyberactivistes ou bien certains observateurs de la vie publique, quand ils voient cet accord qui est signé, ils se disent que la Côte d'Ivoire, au-delà, ou bien après avoir reprimé la parole publique ou la parole critique ou la parole militante en Côte d'Ivoire, est en train d'étendre les mailles de ses filets à l'extérieur pour tenter de réprimer aussi la parole militante, la parole politique, la parole critique. Donc c'est un peu cela, c'est ce qui pousse à imaginer et à croire cela. Moi j'estime que la France a des règles, la France protège tous les êtres humains qui vivent sur son territoire avec les lois qui sont les leurs. Il nous reste 10 minutes pour terminer. Je vous laisse réagir. Et vous avez une info aussi à nous Bah, donner sur ok. Insa, il y avait un problème? Oui, je souhaitais intervenir quand même sur ce sujet, ce qui est quand même intéressant. Norbert, on n'est plus par le temps. Norbert n'a pas encore parlé. Donc, Bon, et puis on emballe sur l'autre. allez-y. Ouais. Élysée et moi, nous ne faisons pas le même métier. Élysée vient de dire sur ce plateau qu'il était là pour éduquer les masses. Moi, je suis là pour recueillir des informations, les traiter et les porter à la connaissance du public, point barre. Ok. Si la presse n'était pas libre, Jérôme Cahuzac serait encore ministre des Finances. Non, Mao Tse-tung aussi voulait éduquer les masses. Trotsky aussi voulait éduquer les masses. Attention, c'est très dangereux, hein. On peut avoir cette vocation, mon cher confrère, mais dans ce cas, il ne faut pas faire ce métier, il faut être confesseur, il faut être... Juste une illustration de ce que je viens de dire récemment en Côte d'Ivoire, j'ai sur ce plateau mis en cause Denis Cazion, patron du Nouveau Réveil, qui avait bloqué une information dans son propre journal, qui avait fait de l'autocensure. En l'occurrence, c'était un dossier complet sur Nina Keïta, nièce du président Ouattara, accusée par le journal Le Monde, par The Times, par The Daily Mail, d'avoir été une entremetteuse d'un pédocriminel, Jeffrey Epstein. Je l'ai dit. Et je le maintiens, cette information, et j'attends toujours que Denis Cazion vienne porter la contradiction sur ce plateau où il a été invité. Donc la presse ivoirienne, elle est complètement sous contrôle, elle a peur, y compris les plus hauts patrons de la presse, et Élysée le sait très bien. Mais Élysée, il a envie de... C'est rien, hein. C'est vous qui dites, moi, ça m'engage. Élysée, il a envie d'éduquer les masses, au prétexte que la Côte d'Ivoire a vécu des heures sombres. Mais moi, c'est très inquiétant que des confrères disent ça aujourd'hui à Abidjan. C'est un vertige. Non, on ne fait pas le même métier, mon cher. Oui, moi, je suis certain d'une chose. Ça, je vous le concède, on fait pas. Ah bah ouais, non, ça c'est sûr. Parce que sur ces aspects de responsabilité, je vois que là, franchement, vous êtes à côté de la plaque, quoi. Mais bon, on avance. On avance. Insa, vous voulez réagir sur ce sujet et puis je termine avec... Oui, j'aimerais quand même, parce qu'effectivement, c'est intéressant. Et c'est pour cela que je parle en fait de la spécificité ivoirienne. Et nous qui avons eu à étudier pendant de très longues années, d'accord, l'évolution politique ivoirienne, hein, faut pas croire que on a la critique aussi facile. Alors, je prends les propos du président Jean-Paul Roux, qui a évoqué le cas, d'accord, l'avènement des réseaux sociaux. Il a dit que les réseaux sociaux, effectivement, pour certains Ivoiriens, a fait l'objet, d'accord, d'un palliatif à caractère psychologique. Parce que, quand M. Bouloubo dit oui, que nous sortons d'une crise, les Ivoiriens sont marqués par cette crise. Alors, quelles sont les solutions quelle audace politique a voulu véritablement penser tout ce traumatisme collectif? Vous allez me parler de la CDVR, vous allez me parler, je ne sais pas quoi, de la CONARIV ou quoi? Quelles ont été les conclusions véritablement de ces initiatives menées à coups de milliards? Mi-figue, mi-raisin. On va aller encore plus loin. C'est intéressant. Est-ce que vous savez que la liberté éditoriale ou même la gestion du débat politique dans un média peut être contrôlée par un magnat, quelqu'un qui est assez puissant? Je ne vais pas nommer ici des médias qui sont connus, mais qui sont gérés à coups d'accords de milliardaires. Et ils ont le droit, d'accord, d'avoir leurs médias, mais ils ont aussi
sur le droit aussi, d'accord, de mener le débat comme il le souhaite. Ça ne veut pas dire que, pas parce que moi, Nsa Toumla, aujourd'hui, je suis détenteur d'un média aussi puissant, d'accord, et parce qu'il y a des débats politiques à l'intérieur, que je suis, en fait, d'accord, la personne qui est le plus grand militant fervent de la liberté d'expression. Cher Élysée, la libéralisation de l'audiovisuel est un projet mené depuis à peu près plus de 2 décennies. L'aboutissement de ce projet viendra comme par hasard avec l'arrivée de M. Ouattara. Nous avons connu, bien évidemment, certains médias qui existent aujourd'hui. Alors, si l'on regarde les personnes qui sont derrière, d'accord, ces médias-là, bizarrement, je dirais, c'est un coup du destin, ce sont des personnes qui ont côtoyé plus ou moins M. Ouattara. Est-ce qu'on peut dire que, bon, dans ce cas, parce qu'ils ont côtoyé M. Ouattara, est-ce qu'on peut derrière aussi, d'accord, faire des théories? Si je fais une théorie, je développe une théorie, monsieur Bouloubou, vous direz, monsieur Nsan, c'est juste une théorie. Parce que quand on a attribué, d'accord, les marchés, ou on leur a attribué, d'accord, des permis d'ouverture de chaînes, d'accord, vous n'étiez pas là-bas pour voir qui étaient les différents candidats et qui étaient les différents protagonistes. Parce qu'il y a une opacité et il n'y a pas de transparence là-dessus. Donc, je vous le considérerai naturellement. Mais ne dites pas que parce qu'aujourd'hui, le débat existe sur l'ensemble des chaînes privées que la Côte d'Ivoire, ça va bien. Ça va bien. Non, 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 non. Là, je ne suis pas d'accord avec cela. Non, vous aviez dit que tout n'est pas rose en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, il y a des débats. Non, non. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Non, non, mais est-ce que vous me comprenez? Non, non. Vous avez dit, on a fait un pas. Vous avez dit, non, tu es d'accord, mais je suis d'accord à 100%. Mais permettez que je finisse. Écoutez ce que je dis. J'ai même répété, vous avez dit tout n'est pas rose en Côte d'Ivoire. Mais vous aviez dit aujourd'hui, il y a quand même le débat politique sur certains médias à regarder. Et vous ne pouvez pas. Et c'est ce que je suis en train de dire en prélude. Ce n'est pas parce qu'il y a forcément débat sur des chaînes que ça veut dire, d'accord, qu'il y a liberté d'expression. Il faut faire attention. Il y a nuance. Parce que je l'entends chez beaucoup. Vous savez qu'un média privé, le propriétaire du média privé donne une ligne éditoriale à son média. Ok. Je chute pas. Vous connaissez les Ado Boys? Non, je chute là. Non, attendez, je chute là. Je chute. Carly, je chute. En quelques secondes. Je vais poser la question à monsieur. Les Ado Boys, vous les connaissez? Si tu nous poses question, il va répondre. Non, non, oui, il va me répondre juste par oui ou par non. C'est une question fermée. Est-ce que vous connaissez les Ado Boys? Les Ado Boys. Avez-vous entendu parler d'eux? Oui ou non? S'il me dit non, je continue rapidement. Je fais le métier de journaliste depuis 2007, donc je ne peux pas avoir fait ce métier sans connaître les Ado Boys. Je sais ce que c'est que les Ado Boys. Ok. Alors, comme vous êtes très respectueux de la loi, comme moi, monsieur Bouloubeu, les Ado Boys ont tenu des mêmes propos, d'accord, poussant à la haine vis-à-vis d'une communauté. Quelle est la décision? Est-ce que vous avez vu un procureur se déplacer sur un plateau de télé? Vous avez vu quelqu'un? Personne. Motus bouche cousue, on entend, on voit et ça passe. Alors, comment le citoyen qui n'est pas dans la même posture du Ado Boys, qu'est-ce qu'il va dire sur l'État? Attendez. Qu'est-ce que ce citoyen va dire? Alors, bizarrement, quand il s'agit d'accord du camp opposé, on voit automatiquement le procureur, on voit un abattage des journalistes et des personnes parler tout le temps. Mais quand il s'agit de l'autre camp, je ne sais pas s'ils ont des faveurs vis-à-vis de l'État. Et c'est ce que nous critiquons. La justice, c'est un symbole, c'est une balance, c'est l'équilibre. Et cet équilibre, malheureusement, est déséquilibré. Et moi, je trouve que les journalistes comme vous, je suis d'accord, moi, je vous entends sur des points, je suis d'accord avec vous. Mais on va dire qu'il y a une forme d'hypocrisie qui ne dit pas son nom en Côte d'Ivoire sur les plateaux télé. Et moi, je l'assume. Merci. Avec tout le respect que j'ai. Oui, l'info, allez-y rapidement. Ah bah, on peut pas passer sous silence ce qui s'est passé hier soir On a bien dit ça. à Abidjan. Ça serait quand même dommage de se séparer sans rappeler que le ministre Koné a quand même dit que les accords, enfin les promesses faites par Alassane Ouattara vis-à-vis des planteurs de cacao ne seraient pas tenues. Ça, je tenais quand même à le souligner. Donc, ce que nous disions... Fait, effectivement, bah oui, ce que nous disions dans l'émission hier, maintenant c'est fait, c'est net, les planteurs, ils n'ont plus que les yeux pour pleurer et puis pour s'essuyer, ils ont le papier qu'on va leur donner pour payer leur cacao. Le président Gbagbo en a parlé hier et je pense que c'est un dossier qui est loin d'être fini et je serais ravi qu'on puisse y revenir parce que pour moi c'est le dossier numéro 1. J'ajoute une chose, concernant le dîner de l'Élysée, bon, alors, ce qui a été montré, c'est l'arrivée du président Ouattara dans la cour de l'Élysée. Vous avez vu, vous avez remarqué, comme moi.
Il a été reçu en grande pompe, le président ivoirien. Le président français Macron s'est même fendu de descendre les marches du perron. Et ça, c'est aussi un geste diplomatique. Donc, soutien total de Macron à Ouattara. C'est net, clair et précis. Ça, c'est une information qui réjouit notre ami Élysée. Eh bien, voilà où nous en sommes. C'est-à-dire que la France reçoit Ouattara en grande pompe, C'est quoi les alors que Attendez, laissez-le terminer. alors que la planète entière a découvert l'affaire Epstein, dans laquelle la nièce du président non seulement a joué, selon le journal Le Monde, selon The Times, selon The Daily Mail, les entremetteuses pour un pédocriminel, mais aussi a mis en contact son oncle Alassane Ouattara avec Ehud Barak pour acheter du matériel. Peut-être que le nom de Macron figure aussi dans le reste des mails qu'on ne sait pas. Peut-être, absolument. Donc, et ça, c'est Macron est plein d'enfants de cœur pour pouvoir apporter la bénédiction à tout le c'est monde. ce que j'allais dire, mais décidément, nous sommes en connivence tous les deux. C'est exactement ça. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Alors là, depuis la réception de Ouattara à l'Élysée, la presse française va faire son travail et elle va s'occuper aussi de ce dossier, et non seulement concernant la Côte d'Ivoire, mais aussi concernant le volet Macron. On ne sait jamais. On n'est pas au bout de nos surprises, mon cher Élysée. Et on va faire notre boulot et on va pas éduquer les masses. Vos derniers mots, dernier tour de table. Vous voyez, on est sur ce plateau-là. Oui, oui. Il dit on n'a qu'à se respecter. Il a reçu un grand pompe là, c'est un problème. C'est un chef d'État. Comme lui, c'est son homologue qui reçoit. Et chaque fois... Après l'affaire Epstein, c'est un coup de menton de Macron. Je suis d'accord avec toi, Paul. Tout à fait. Président, terminez, s'il vous plaît. Dans ce pays-là, j'ai eu l'occasion de couvrir plusieurs événements à l'arrivée du président Alassane Ouattara à l'Élysée. Il y a eu qu'est-ce qui s'appelle grande pompe là. Après, je te pose la question. C'est la garde républicaine. Le président Ouattara est arrivé. Emmanuel Macron est venu. C'est un geste politique. C'est un geste politique. C'est un geste. Un soutien Normal de respect. Soutien total. C'est ton interprétation. Président, c'est bon pour vous? C'est ta spéculation. Total. Vous savez, sur ce plateau ici, là. Macron soutient Ouattara. On est venu nous dire ici, non. Ils ont dîné. On a eu le dîner du 16 juillet. Oh non. C'était un déjeuner. Bon, déjeuner, 16 juillet. Non, c'est fini. Macron a soufflé le mot de Tidjane Thiam. Oui, c'est vrai. Il a soufflé, c'est bon, c'est plié. On a vu, Ouattara Pata bien annoncé sa candidature. Oui. On avait dit, oh, il ne sera pas candidat. Tidjane Thiam est devenu fou sur un plateau de télé ici. On a dit, oh, investiture de Ouattara. Non, on a les informations. Ce sera à minima. Il n'y aura personne. On a vu, il y a eu ambassadeur de France, on a vu ministre, on a vu même président de l'Assemblée nationale. Tout va bien, tout va bien. Tous ceux qui viennent toujours nous faire PV d'une rencontre à laquelle ils n'ont jamais assisté là, c'est de l'ordre de la fable que de l'information. Merci, président Élysée, pour terminer. Ben, moi, je suis en train de, je pense hein, que les téléspectateurs ou les internautes ont dû certainement se rendre compte, et je suis totalement d'avis que Norbert et moi ne faisons pas le même travail. Ah non, parce qu'il est plus de la spéculation, plus dans de la désinformation que de l'information, parce qu'il ne s'appuie pas sur un fait. Donc, sur cette base-là, je pense qu'il a confirmé, et les téléspectateurs s'en sont rendus compte que pendant des années, certainement qu'il nous a affublés. Mais on avait tout à faire à tout sauf un journal. Vous l'écoutiez qu'elle était chez RFI, non? Donc je fais aujourd'hui, malheureusement, je suis au regret de constater que durant toutes les années, on a écouté quelqu'un qui faisait tout sauf le métier des journalistes. Ouais, c'est ça. C'est ça, jeune homme. Oui, allez-y, vous m'avez interpellé. Ou c'était pour me dire quoi? On ne vous entend pas. Bon, on ne vous entend pas. On va rendre l'antenne. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Non, on ne vous entend pas. On va vous dire au revoir alors. Non, rien du tout. C'est dommage.